Bonjour et bienvenue dans Sportissimo au cœur du sport avec le RCF. Chaque mois, Philippe Bodillon, président du Racing Club de France, reçoit un invité du monde du sport pour échanger sur son parcours, ses défis, mais aussi sur des sujets d'actualité et sociétaux liés au sport. Pour cet épisode, nous recevons Patrick Groc, escrimeur français médaillé de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Patrick, alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Patrick Roch, j'ai 64 ans, je suis marié, j'ai 2 filles, et professionnellement parlant, je suis chargé du développement et auprès de la Fédération française d'escrime en tant que directeur technique national adjoint. Alors, très belle carrière, on va commencer par le début, c'est-à-dire quand tu as commencé l'escrime, tu as dû, je dirais, cumuler à la fois l'école, je dirais le secondaire, on dira, et puis l'escrime. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que l'école, il y a des horaires très précis, et l'escrime, il faut s'entraîner beaucoup. Mhm. Donc comment est-ce que tu as passé cette période? Bon, ça n'a pas toujours été facile. Tant que tu es dans les petites classes, ça pose pas de problème parce que tu t'entraînes assez peu finalement, le mercredi après-midi ou le samedi. C'est quand tu commences à grandir. Et moi, j'ai pas été intégré tout de suite dans les centres de haut niveau où tout est organisé, bien entendu. J'étais toujours à l'école et notamment, je me souviens, entre la seconde et la terminale, ça n'a pas été facile parce que j'étais à l'époque dans ce qu'on appelle une boîte à bac. Et là, c'était inconcevable de faire du sport à côté. Voilà. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Je me souviens, j'avais prétexté que j'avais une crise d'asthme. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais beaucoup de crises d'asthme. Et donc, ma mère avait dû prétexter auprès de la directrice une crise d'asthme pour que je sèche en quelque sorte les cours et que je puisse me rendre à cette compétition. Malheureusement, j'ai été dénoncé et ça a été la pire honte pour moi parce que devant tous les élèves, la directrice a fait son grand numéro en me traitant de menteur, Ah ouais. pour qu'on puisse mes parents. Enfin voilà, bon, ça c'est un Tout ça, exemple, tout ça ça n'a pour pas été l'escrime, facile. tout ça pour Tout ça pour l'escrime. de l'escrime. Alors, à 17 ans, tu rentres à l'INSEP, donc très jeune. Là encore, il faut consacrer les études et le haut niveau. Et l'escrime, donc je rappelle, c'est effectivement beaucoup d'entraînement, c'est très technique. Comment est-ce que ça se passait entre l'INSEP, qui a vraiment une structure, enfin, qui est devenue vraiment une structure très prenante, et puis les études que tu menais? Alors, à l'issue de mon baccalauréat, dans un premier temps, il était absolument pas question que je fasse des études de professorat de sport parce que quand on intègre l'INSEP, enfin quand on intégrait l'INSEP à l'époque, il n'y avait pas plusieurs solutions ni plusieurs options. C'était professeur d'éducation physique, voilà. Enfin, professeur de sport, qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je me suis orienté dans cette voie et il faut reconnaître que là, tout est organisé pour que tu puisses et travailler le matin, et t'entraîner, et retravailler l'après-midi, et puis pouvoir t'entraîner. Enfin, toutes les plages horaires étaient très très bien organisées. Malheureusement, c'était pas mon premier choix au départ. Voilà, je me tournais plutôt vers des études de commerce, voilà, mais ouais, à l'université. Mais voilà, bon, finalement, j'étais très sportif et ça m'a convenu parfaitement. Alors, très sportif. Tu es un Racing Man de longue date, de cœur, on va dire, comme beaucoup de Racing Men d'ailleurs et de Women. Comment est-ce que s'est fait cette rencontre avec le Racing? Et je crois que tu as été un des plus jeunes lauréats. Enfin, Oui, je te laisse raconter ton oui, histoire. oui. Bah, c'est simple, je démarre donc l'escrime j'étais dans une école privée qui s'appelle Sainte-Marie. Il y avait le choix ou de faire du judo ou de faire de l'escrime. J'étais un petit peu orienté par un cousin qui était maître d'armes. Donc j'ai choisi l'escrime. Voilà. Et puis de fil en aiguille, le maître d'armes de mon école m'a orienté vers le PUC. Parce qu'il était également maître d'armes au PUC. Au PUC, j'y suis resté un petit peu. Et puis j'ai été repéré par quelqu'un, un membre du Racing Club de France, qui m'a dit bah, pourquoi tu ne viendrais pas au Racing pour t'entraîner un peu plus. Voilà. Et c'est à partir de là que très jeune, je devais avoir 13 ans environ, j'ai intégré le Racing Club de France où j'ai fait toute ma carrière par la suite. Voilà.
Et donc, tu es un médaillé, du Racing, ayant quasiment passé toute ta vie d'escrimeur au Racing. Exactement. Et notamment, j'ai essayé de rechercher, j'ai demandé autour de moi au Racing Club de France, et donc je fais une sorte d'appel. J'aimerais bien savoir si au Racing, quelqu'un qui a été totalement formé au Racing Club de France a obtenu une médaille olympique dans n'importe quel sport. Il doit certainement y en avoir, mais j'ai pas la réponse. Donc voilà, Donc, c'est c'est un appel à candidature appel à ou à candidature. information, très bien. Voilà. Alors, tu as dit un petit mot sur comment tu es arrivé à l'escrime. D'abord, oui, est-ce que tu peux nous dire quand même comment s'est fait ce choix entre deux sports extraordinaires que sont le judo et l'escrime? Pourquoi tu es allé vers l'escrime? Et pourquoi le fleuret et pas le sabre ou voilà, une autre discipline de Hmm. l'escrime? Bon, j'ai toujours été très sportif. J'étais classé 15-5 en tennis. J'étais ouais, très bon skieur, puisque je me souviens, je faisais les stages à Avoria qui étaient organisés par le Racing Club de France. Et il Les y en a stages, toujours. Il y en a toujours. il y en a toujours, ouais. Ah, C'était très Annie bien. Famos et enfin Annie Famos et son frère et Isabelle Mire à Avoria, je me souviens. Bon, bonne Voilà. référence. Je moi, me débrouillais pas mal en golf. Enfin, le lien avec l'escrime, c'est que c'est un sport avec un ustensile qui est très technique, qui demande beaucoup de coordination et c'est ce sport-là qui m'a fait que me suis plutôt tourné vers lui que vers le judo. Voilà. J'aime bien le judo également. Donc voilà, le choix a été finalement assez facile. Alors, le fleuret. Pourquoi le fleuret? Alors, le fleuret, bah, comme dans beaucoup de circonstances, en fait, c'est surtout bon, les parents, quand ils vont à l'encontre d'un club d'escrime, ils n'y connaissent pas grand-chose, hein. Ils ont une idée de ce que représente l'escrime pour eux. C'est un beau sport, c'est élégant, il y a du respect, il y a l'histoire du maître d'armes, etc. Bon, une fois qu'ils pénètrent dans la salle d'armes, ils rencontrent un enseignant maître d'armes. Bah, si cet enseignant est spécialisé dans le fleuret, bah, il va vous faire du fleuret. S'il est spécialisé dans le sabre, du sabre et de l'épée, dans l'épée. Voilà. Alors, il y a des salles multi-armes, elles sont pas nombreuses. Donc le choix, c'est ça. C'est le rapport que vous pouvez avoir avec le maître d'armes et puis qui vous oriente vers son arme de prédilection. Donc, il y a un brin de hasard et de rencontre, en fait, dans tout ça. Oui, Ouais, toujours, ouais. toujours, bien sûr. Alors, tu as une carrière de haut niveau assez impressionnante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot et nous donner aussi quel a été pour toi le moment le plus fort en termes de, je dirais, finalement, de compétition et là, de souvenir le plus marquant pour toi Alors, carrière de haut niveau, j'étais pas prédestiné à ça, puisque j'avais on va dire, un très bon niveau régional, petit niveau national, et puis c'est une rencontre, en fait, il y avait un grand maître d'armes au Racing qui est devenu d'Étienne par la suite, qui s'appelait le maître Donadieu, et mes parents avaient sympathisé avec lui, et le maître Donadieu a proposé à mes parents, à titre d'essai, parce qu'il y avait une place, de rejoindre l'INSEP pendant un an, c'était le deal, en externe, je n'avais pas le droit de venir en interne, et donc banco, voilà, il avait prévenu mes parents, si ça se passe mal, s'il n'a pas les résultats attendus, on ne le gardera pas, voilà. Et je me souviendrai toujours, le premier entraînement, tout le monde était réuni dans la salle d'armes avec le maître d'armes, entraîneur de l'époque, qui était le maître Courtillat. Et quand il est arrivé à mon nom, il m'a dit, mais Patrick Groc, t'es qui toi? D'où tu viens? Et là, ça m'a vraiment marqué. Là, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et en fait, bah, j'avais pas 36 solutions. C'était où je démissionnais et je fondais et je rentrais chez moi, ou j'essayais de prouver que voilà, j'allais me faire un nom et ce maître d'armes, le maître Courtillat, a été vraiment un maître d'armes brillantissime en tant qu'entraîneur. Il était vraiment dans sa façon d'enseigner, d'observer les étrangers, avant-gardiste, je dirais. Et ça a été pour moi le maître d'armes marquant qui a fait que je suis arrivé très vite à ce niveau-là. 2 ans après, j'étais champion de France junior. 6 ans après, j'étais numéro 3 mondial.
Et donc, et voilà, et j'ai poursuivi ainsi ma carrière où j'ai participé à 3 Jeux olympiques. Et puis, puisqu'on est au Racing Club de France, de nombreux très bons souvenirs avec le Racing. Donc la question que j'avais posée, c'était quel est ton souvenir le plus marquant de cette carrière professionnelle, enfin de très haut niveau? C'est quoi le moment qui a été le plus fort pour toi? Souvenir le plus marquant, ma première finale au championnat du monde à Rome. C'était en 1982. En plus, j'avais battu le champion olympique de l'époque, Vladimir Smirnov. Euh, je fais la finale. Juste avant la finale, je rencontre un Polonais où je me fais une très grosse entorse. Je suis excellemment bien soigné par les médecins de l'époque, le docteur Poux, voilà, pour ne pas le citer. Et puis, j'intègre la finale et je perds, mais vraiment à peu de choses près, contre le futur champion olympique Mauro Numa. Voilà, il y a eu ça. Bien entendu, la première sélection olympique aux Jeux olympiques en 84 à Los Angeles. Ça, bien entendu, ça laisse un souvenir. Euh, et puis la médaille qu'on obtient, une médaille de bronze. C'est pas la médaille d'or, malheureusement. Tant qu'on ne gagne pas, on n'est jamais pleinement satisfait. Mais c'est quand même une médaille extraordinaire. Voilà. Et puis ensuite, bah, des beaux résultats, des très belles performances, notamment le challenge Martini, qui était vraiment le Roland Garros de l'escrime, où quand vous faites un podium, c'est magique parce que vous en avez rêvé toute votre vie. Voilà. Et puis je vous dis, il faut reconnaître que les plus belles victoires, on le dit souvent, sont des victoires, même dans des sports individuels, des victoires par équipe. Et là, c'est la première fois que nous sommes champions d'Europe avec le Racing Club de France. Ça a été merveilleux, vraiment merveilleux. Alors, il y a eu ces magnifiques Jeux olympiques à Paris il y a quelques mois. Deux questions. Comment est-ce que tu les as vécus et comment est-ce que tu apprécies, quelle est la différence je dirais pas de niveau, mais je dirais ouais, quelles sont les différences entre ton époque et aujourd'hui pour toi? Alors, les Jeux Olympiques 2024 au Grand Palais, bien entendu, bon, ça a une histoire parce que j'ai fait partie de l'équipe de Frédéric Petrouchka qui était président pendant 8 ans de la Fédération française d'escrime et j'ai mené ce projet d'organiser les championnats du monde au Grand Palais en 2010 avec lui. Ça n'a pas été une chose facile. On a été pas mal chahuté, attaqué parfois, mais jamais découragé. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de penser que le comité d'organisation des Jeux Olympiques s'est inspiré, bien entendu, de ces championnats du monde. Ça a été fantastique. J'y suis allé à quelques reprises. La salle, l'ambiance du public. Voilà. L'escrime, l'escrime ne peut pas être ailleurs que dans un lieu historique et magique comme le Grand Palais. Alors maintenant, le changement, bah, évidemment, en escrime, il y a toute la partie technologique qui est importante, hein. Les lumières qui s'allument, les touches, la vidéo arbitrage maintenant, voilà, c'est des supports fantastiques. Bon, ça, on l'avait pas autrefois. Maintenant, sur l'aspect déroulement du match, on va pas confronter les époques, hein, c'est les éternels débats. Ils sont pas meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. C'était différent. Il y a des évolutions dans tous les sports. Nous, on a la chance que, en termes de matériel, il n'y a pas une grande évolution, hein. C'est pas comme le golf où on est passé par du bois, du titane, du gros, du petit, du moyen, tous les matériaux composites inimaginables. Non, nous, une lame, ça reste une lame. Au 19e siècle, elle était quasiment la même, hein. Bon, voilà. Sur les combats proprement dit, euh, oui, oui, d'abord, il y a moins d'écoles. Autrefois, un Italien se distinguait d'un Français qui lui-même se distinguait d'un Russe. Et c'était vraiment. Là, aujourd'hui, la mondialisation touche également le sport. On voit bien que de brillants entraîneurs français officient au Japon, à Hong Kong, aux États-Unis. Enfin voilà, il y a ce melting pot qui fait qu'il y a une sorte de mélange. Donc, les écoles sont difficiles à déterminer. Voilà. Et puis, bien entendu, il y a l'aspect. Bon,
Alors, l'aspect physique, oui, aujourd'hui, il y a un environnement en sport de haut niveau qui n'existait pas à l'époque. Partout, dans On tous se les sports. prenait nous-mêmes en charge pour la préparation physique, on se prenait nous-mêmes en charge pour la préparation mentale, on n'en parlait même pas, parce qu'aller voir un psychologue ou un préparateur mental, c'était faire preuve d'échec, de défaillance, il y avait un problème quelque part. Hein. Il y avait une psychologue à l'INSEP, ceux qui allaient la voir n'en parlaient pas. Voilà, donc l'environnement, effectivement, a énormément changé. Maintenant, sur le plan du jeu, sur le plan de la tactique, ça reste intrinsèquement pareil, la même chose. Voilà. Alors, j'ai une petite question technique avant de poser la dernière question. C'est quand on est droitier et qu'on doit tirer contre un gaucher ou une gauchère quand on est une femme, est-ce que c'est assez déstabilisant, un peu comme au tennis par exemple? Est-ce que je dirais la façon d'aborder la compétition, enfin le match, est différente? Bon, je dirais que ça l'était il y a encore peut-être 50 ans ou 60 ans, parce que il y avait un gaucher pour 50 ou 100 droitiers. Voilà. Aujourd'hui, vous regardez, il y a des finales mondiales où il y a 70%, 80% de gauchers. Il y en a d'autres, il y a 80% de droitiers. Il y a toujours, globalement, les statistiques le montrent, plus de droitiers. Mais voilà, le haut niveau, c'est s'adapter. Ouais. Et s'adapter au jeu de l'autre. Mm. Même les tout petits, aujourd'hui, on trouve des gauchers et des droitiers. Voilà. Ça ne change pas, Non, non, pas non, non, vraiment. non, non, On c'est fini. s'adapte. On s'adapte. Même les entraîneurs aujourd'hui, les entraîneurs, il y a des entraîneurs droitiers, des entraîneurs gauchers. Puis s'ils ne savent pas, bah, ils se mettent à gauche. Puis les gauchers se mettent à droite. Enfin voilà. Parce que là, la leçon individuelle est très importante chez nous. Donc voilà, le maître d'armes, l'entraîneur s'adapte. Alors j'ai une dernière question qu'on pose à tous les invités. C'est si tu avais je dirais un conseil à donner à un jeune qui veut progresser ou faire du haut niveau même, s'il y avait un seul conseil, quel serait ce conseil? Alors, bah, d'abord de venir assez fréquemment s'entraîner, parce que c'est mécanique, plus on en fait, plus on est bon. Donc voilà. De ne pas se décourager quand il va rencontrer, on va dire, la phase, ce que j'appelle la phase plateau, où on n'a pas vraiment l'impression de progresser. Voilà. Et puis après la phase plateau, il y a parfois la phase découragement, où on tombe à pic. Et voilà, là, c'est là où il faut ne pas se décourager, être soutenu, souvent par ses parents. Les parents, c'est le premier soutien. Si vous regardez un peu les statistiques, il y a peut-être 98% des athlètes de haut niveau qui réussissent parce qu'il y a eu un soutien familial. C'est extrêmement difficile de performer seul. Voilà. Donc voilà, ne pas se décourager bien entendu, être accompagné en compétition, c'est important, hein, parce que la progression, on s'en rend compte qu'en compétition, hein, c'est le juge absolu. Voilà. Donc, continuer, ne pas se décourager, apprendre. Et puis, si bah, ça pose un problème, une difficulté, bah, essayer de se remettre en question, faire des stages ailleurs, rencontrer, prendre peut-être des leçons avec un nouveau maître d'armes, enfin voilà, découvrir d'autres horizons. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup de cet échange. Je crois qu'il est vraiment très riche et que tout le monde sera ravi de l'écouter. Eh bien, merci encore et à très vite. Bah, merci à toi et je suis ravi d'avoir pu partager ce moment avec le président du Racing.